Décembre 1920, nous sommes au congrès de Tours. Alors il faut s'imaginer, ce congrès, il se passe dans une immense salle, presque un hangar, où on a installé des chaises, mais il y a tellement de personnes que l'assistance doit se tenir debout. Alors on parle jusqu'au moment où en fait on s'assoit et on regarde tous dans la même direction, une grande estrade au fond de la salle sur laquelle trône un bureau où on appelle différentes personnalités à venir débattre sur une question. Est-ce que le parti socialiste de l'époque, donc la SFIO, doit adhérer à la Troisième Internationale fondée par Lénine en 1919, donc un an plus tôt? Donc beaucoup de personnalités se succèdent, des personnalités publiques, des personnalités politiques, des représentants, des ouvriers. Toutes ces personnes viennent parler et donner leur avis pour savoir comment doit s'articuler la suite du socialisme français. Et à ce moment-là, vient la barre un monsieur avec, une grande moustache qui lui tombe sur les lèvres, un front dégarni et de petites lunettes rondes. Donc ce monsieur monte les escaliers pour, aller au micro qui se trouve à la tribune et il annonce: «Pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison». Et voilà comment monsieur Léon Blum a donné son avis concernant l'adhésion de la SFIO à la Troisième Internationale et c'est de là d'où va commencer notre histoire. Alors avant de vous conter un peu, ce procès de Riom, je vais vous donner une courte introduction pour, comprendre le contexte de l'époque. On commence en 1936. Le Front populaire remporte les élections, donc des scènes de joie, les usines se mettent en grève, on a tous les ouvriers qui dansent et font des bals. La France ouvrière est extrêmement contente. Donc par la suite logique des choses veut que Léon Blum devienne président du conseil. C'est ce qui se fera, toujours en 1936 évidemment. Alors, il devient président du conseil, il crée son ministère avec pour la première fois des femmes au sein d'un ministère. Et même au moment de la constitution de son gouvernement, Léon Blum se réjouit en disant: «Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève». Donc vous voyez comment, la joie était de mise à ce moment-là. Alors on arrive au 1er septembre 1939. Alors changement de décor, une ambiance tout autre. Hitler envahit la Pologne et la France est contrainte du coup de déclarer la guerre à l'Allemagne. Ça fait 3 ans que Léon Blum n'est plus au pouvoir, mais toujours dirigeant du Parti socialiste français, du coup la SFIO qui est devenue le Parti socialiste. En mai 1940, l'armée allemande perce les Ardennes et en seulement 6 semaines, l'armée française est dévastée. 17 juin 1940. Alors là, on est loin du Front populaire et du temps de l'entre-deux-guerres, parce que Pétain est déjà nommé dirigeant de la France avec les pouvoirs suprêmes, et ce jour-là, il prend la parole pour annoncer l'armistice. Alors la France est coupée en deux, entre la zone occupée au nord, et vous descendez jusqu'à toute la façade atlantique, qui est contrôlée par l'armée allemande, et la zone libre, qui sera connue sous le régime de Vichy. Donc dans ce contexte, on a donc une vision et une idéologie conservatrice avec les pleins pouvoirs en la personne du maréchal Pétain, vous l'aurez compris d'un côté, contre une vision sociale et assez novatrice en la personne de Léon Blum, qui malheureusement n'a plus trop de champ pour s'exprimer, étant donné l'atmosphère d'autorité qui s'imprègne sur ce gouvernement de Vichy. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Pétain veut se débarrasser de Léon Blum, un socialiste un peu embêtant dans la sphère politique française, et on souffle au maréchal Pétain l'idée d'un procès politique public. Et c'est là que va commencer notre histoire. On veut juger les boucs émissaires de la défaite de 1940, le général Gamelin, Édouard Daladier, Paul Reynaud, Georges Mandel et enfin un certain Léon Blum. Septembre 1940, on interne toutes ces personnes au château fort de Chazeron dans des conditions catastrophiques, il faut bien le dire. Léon Blum, depuis sa cellule, étudie les charges retenues contre lui, il écrit et bâtit brique par brique sa défense. Léon Blum, il faut le dire, était avocat dans un passé qui était assez proche. 19 février 1942, ça nous amène à l'ouverture du procès. Une foule immense attend les accusés, mais ils ne les verront pas. Pourquoi ça? Parce qu'ils passent par un souterrain pour arriver dans la salle d'audience. Il faut bien le dire, cela est fait pour justement ne pas attiser la convoitise chez la population qui n'attend qu'une chose, c'était de voir justement tous ces accusés pour en partie les soutenir et voir ce qu'ils devenaient. Alors on a une issue du procès, du coup, qui a l'air déjà actée, c'est un procès politique, Pétain veut la tête des perdants de la défaite de 1940, mais on va voir que tout ne va pas se passer comme prévu.
Dès la première prise de parole, Léon Blum commence tambour battant et sonne le tribunal. Vous avez d'abord condamné, alors il faut le dire, au château fort de Chazeron, puis au fort du Portalet, là où il a été interné avec une partie des autres accusés, et après vous nous jugez. C'est un procès dont seraient jaloux les plus grandes dictatures. Il a assez raison, c'est du Kafka en fait. Mais Léon Blum ne va pas s'arrêter là, il enchaîne en affirmant que ces juges, ces bourreaux, font le procès d'un politique, d'un parti politique, annoncé dans un programme politique et élu par le peuple français. Donc en somme, ces personnes jugent la République française. Et là, coup de tonnerre, on ne sait plus quoi répondre, les juges sont abasourdis, les journalistes s'empressent d'écrire tout ce qu'ils peuvent, et c'est là que Léon Blum se sent confiant pour continuer et il défend ses accomplissements sociaux. Les congés payés, la semaine de travail de 40 heures, le repos, affirme-t-il, le repos n'est pas la paresse, mais un droit naturel. Ces mesures étaient nécessaires aux travailleurs. Alors là, je ne vous dis même pas l'ambiance qu'il y avait dans la salle, les accusés sont en joie, des grands sourires, alors que les accusateurs, eux, ne savent plus où se placer. Et au-delà de sa propre défense, on pense que Léon Blum aurait pu s'arrêter là. Et ben non, il contre-attaque frontalement. Son gouvernement socialiste, dit-il, le gouvernement socialiste de Léon Blum, a augmenté le budget de la défense nationale en voyant se profiler le danger de l'Allemagne nazie. Alors qu'au contraire, dit-il, le maréchal Pétain qui a réduit les crédits militaires de 20% lorsqu'il était ministre de la guerre en 1934. Le maréchal Pétain commence donc à avoir un mauvais vent qui souffle en cette direction. Alors pour minimiser le procès, on ordonne la censure des journalistes, bien évidemment, mais pour contrecarrer cette censure, eh bien, la femme de Léon Blum, qui rentre dans le récit, Jeanne, de son prénom, et ses avocats élaborent un plan. Le plan est habilement orchestré, les avocats transmettent les sténographies des débats à Jeanne, qui elle-même, dans sa chambre d'hôtel, les réécrit, et elle les fait passer à des étudiants résistants, qui plus est, qui les répliquent pendant des nuits et des nuits entières, et on les diffuse sous la forme de tracts dans toute la presse libre en France. Et la conséquence de ça, c'est que ça va marcher. Et oui, ce plan dont Jeanne, la femme de Léon Blum, est à l'origine, va fonctionner, à tel point qu'on va surnommer ce procès le procès Boomerang. Mars 1942, là ça en est trop pour le Troisième Reich, on demande à Friedrich Grimm, un conseiller juridique de Hitler, de se rendre à Vichy, et on demande à Pétain la fin du procès qui n'a que trop duré. 11 avril 1942, suspension du procès de Riom par le maréchal Pétain, et dont les ordres émanent de beaucoup plus haut. Quelques mois plus tard, c'est l'Allemagne qui s'est emparée de la France entière, le gouvernement de Vichy n'est plus qu'un état fantoche. D'ailleurs, la majorité de la population française, il faut bien le dire, se rend compte de la dure réalité qui maintenant leur crève les yeux. C'est-à-dire que le pays est en proie à l'occupant nazi. 31 mars 1943, alors là on fait un bond dans le temps, on clôt le procès de Riom et on demande cette fois-ci la déportation de Léon Blum. Ce dernier ne peut même pas dire au revoir à sa famille alors que tous les autres condamnés ont eu le droit de le faire auparavant. Alors il écrit quand même une lettre à ses proches avant de partir, mais il ne se fait pas d'idée. Je vais quitter tout à l'heure ce logis qui a été le nôtre. Ma pensée est et sera avec vous. Je vous promets de revenir intact. Je vous embrasse, Léon. Une lettre simple mais qui aura de grands retentissements auprès de ses proches. Il est déporté au camp de Borenval, dans le chalet du Fauconnier qui se trouve à quelques pas des fours crématoires, alors que du côté du maréchal Pétain, ce dernier est désavoué et ce sont les dirigeants germaniques qui dictent leurs lois dès à présent en France. Donc on voit un avenir incertain qui se profile à l'horizon pour nos deux protagonistes. 25 août 1944. C'est la libération de Paris. Alors là, tout le monde est heureux. La foule se presse dans les rues de Paris pour voir les libérateurs qui descendent les Champs-Élysées. Et là, un gouvernement provisoire avec le général de Gaulle à sa tête qui le dirige. Mais que cela peut-il changer du coup dans notre affaire de procès de Riom? Eh bien, ce dernier, donc le général de Gaulle, veut juger le maréchal Pétain par la haute cour. Le maréchal Pétain se livre aux autorités françaises de son plein gré. Un autre homme revient aussi en France, c'est Léon Blum, mais il a survécu au camp de concentration et il est acclamé à sa descente d'avion à Orly. Ceci nous amène donc au 23 juillet 1945, ouverture du procès du maréchal Pétain sur l'île de la Cité. Il se défend avec une courte lettre et décide de rester muet pendant toute l'audition, disant qu'il ne reconnaît pas cette haute cour de justice et qu'il ne voudra pas apporter son témoignage. Léon Blum, quant à lui, est invité à témoigner contre le maréchal
maréchal et donne de la voix pour accuser le maréchal Pétain de l'armistice et d'avoir trompé les Français qui croyaient en lui. Un retournement de situation qui nous rappelle justement, quelques années plus tôt, le procès de Riom en question. 15 août 1945, la sentence qui tombe contre le maréchal Pétain après 7 heures de délibéré et le maréchal Pétain qui est condamné coupable et condamné à mort, mais sa peine sera commuée par le général de Gaulle en réclusion à perpétuité. Par la suite, le maréchal Pétain sera donc détenu pendant un certain temps au fort du Portalet. Le fort du Portalet, ça ne vous rappelle rien? C'est là où justement le maréchal Pétain avait enfermé Léon Blum des années plus tôt. Souvenez-vous-en. Il avoue que s'il avait eu connaissance des conditions de détention, il n'y aurait jamais enfermé aucun homme. Le maréchal Pétain finira donc sa vie sur l'île-Dieu en résidence surveillée. Du côté de Léon Blum, il sera par la suite nommé ambassadeur aux États-Unis, puis pour quelques semaines, de nouveau, il retrouve la tête de l'État. Le 30 mars 1950, ce dernier s'éteint. Ce procès de Riom, il fut une véritable tragédie grecque où le destin emporte celui qui se croit vainqueur. Et ça a été exactement le cas d'un certain maréchal Pétain. Alors pour revenir un peu plus en détail sur l'analyse de ce procès de Riom, comme on a pu l'évoquer, c'était un procès politique. Ça, personne ne peut s'en leurrer et c'est même comme ça qu'il a été revendiqué. Mais au cours duquel, ce dernier procès, les accusés avaient quand même une certaine liberté de parole, ce qui a été assez maladroit de la part du camp de Pétain. C'était un procès tronqué. Il faut vous rappeler que les avocats n'ont pas eu le droit d'assister aux interrogatoires des accusés. Les éléments du dossier ont été transmis 3 semaines avant que les audiences ne commencent et le réquisitoire lui-même ne leur a été communiqué le jour où ils ont appris la condamnation par le maréchal Pétain. Léon Blum a créé à lui seul sa défense avec l'aide de Maître Spagnin, il faut bien préciser, Maître Spagnin qui l'a grandement aidé dans sa démarche. On peut dire que Léon Blum a fait preuve d'une vigueur avec autant d'éloquence qu'on lui connaît dès à présent, et aussi pour défier un régime tout entier qui était représenté par le maréchal Pétain. Cette défiance du gouvernement de Vichy, il faut vous dire qu'elle était assez courageuse, parce que à chaque mot, Léon Blum jouait son avenir. Léon Blum, le maréchal Pétain et tous les autres accusés, dont Daladier, il faut bien le préciser, auront pour conséquence de créer d'une certaine façon les procès politiques modernes comme on les connaît dans les dictatures présentes. Du côté de Léon Blum, il faut bien se dire qu'il a fait preuve d'un sang-froid sans nul autre pareil. Il s'est réellement reconcentré sur ses objectifs pour préparer sa défense et a fait preuve d'une résilience absolue. Il se disait que même s'il était conscient que tout était contre lui, il plongeait quand même dans la bataille, et d'une conscience des mots parfaite. Jamais un mot plus haut que l'autre, aucune injure au magistrat. Et ça, c'est en partie dû, il faut bien le savoir, à son éducation dans une famille juive et patriote qui plus est, où on mettait en avant les concepts d'altruisme et d'entraide. Mais aussi, il faut bien le dire, à sa formation d'avocat, où l'éloquence de Léon Blum a été entraînée et surentraînée pendant des années. Et on l'a bien vu pendant le procès de Riom. Alors du côté du maréchal Pétain, si on veut dresser un tableau sur le procès de Riom, il y avait bien entendu une prestance populaire acquis par les actes avec la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale et une carrière militaire ô combien impressionnante. Il aura même accompagné dans leur formation des jeunes Français, dont un certain Charles de Gaulle. Donc on a une prestance de la part de cet homme, mais dont les méthodes appartenaient à un autre temps, et qui a certainement sous-estimé l'aspect psychologique d'une éventuelle défaite d'un procès politique qui, il faut bien le dire, s'est complètement retourné contre lui. C'est donc une tribune qu'on portera à Léon Blum par la suite, alors que le maréchal Pétain, quant à lui, en retrouvera totalement discrédité. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je ne peux que vous inviter à échanger sur le thème d'aujourd'hui en commentaire. De mon côté, ça me permet un peu de discuter avec vous et aussi d'avoir d'autres avis sur une période assez trouble de l'histoire française. De plus, si ce format vous a plu, il faut dire qu'il est un peu nouveau pour moi, n'hésitez pas à aimer, commenter ainsi qu'à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien.